Alors, nous y sommes. Alors, cette vidéo était censée être la dernière, donc celle où je présentais toutes les cartes. Mais je me suis rendu compte, donc en regardant les cartes que j'avais préparées, qu'il y avait pas mal de choses à dire. Notamment ce que vous voyez à l'écran là. J'en ai parlé, j'ai fait pas mal de travail de recherche dessus. Donc, je pense qu'on va plutôt diviser ça en deux parties. Mais pas deux parties genre qui coupent. On va plutôt faire cette partie où je vais présenter les cartes neutres dont j'avais fait le travail, donc avant, avant le 28, c'est ça, le 28. Donc les cartes qui ont été présentées jusqu'au 28 juillet. Et donc là, après cette vidéo, je ferai une vidéo qui présentera toutes les cartes que je n'ai pas donc analysées au préalable. Donc toutes les cartes neutres et quelques classes de cartes que j'ai ratées y compris. Et pendant cette review, donc normalement ça sera beaucoup plus, même s'il y a beaucoup plus de cartes, ça sera plus rapide parce que j'aurai pas des slides sur lesquels discuter et tout. Je vais quand même essayer de dire à quoi ça me fait penser, telle ou telle carte, mais je pense que ça sera plus rapide. Et je dirais aussi est-ce que j'ai changé d'avis légèrement sur telle ou telle carte, on verra. En tout cas, nous voici, nous voilà, le colosse de la lune. Aïe 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 aïe. Un body solide. Une 10-10 pour 10. Bouclier divin réincarnation. Simple, efficace. 10-10. 10. Bouclier divin réincarnation. Tu la tues, elle revient 10-1. Provocation. 10-1, bouclier divin. Ça, c'est. Le bourrin, s'il était là, malheureusement. Une, une créature solide. C'est typiquement le genre de créature qu'il aime, le bourrin. Les créatures qui sont là, qui sont grosses, qui sont épaisses. Bon, plus sérieusement. Est-ce que cette carte est jouable? On va y répondre tout de suite. Alors, pour y répondre, j'ai fait quelque chose de particulier, mais bon, vous allez voir que c'est comme d'habitude. Euh, j'ai séparé ça par classe. Donc, je vais montrer ce que chaque classe a comme outil pour venir essayer de jouer ce colosse lunaire de colosse de la lune. Et on verra que la plupart du temps, ce que j'ai mis en œuvre, c'est plus des cartes qui essaient de contourner le fait de le jouer. En fait, la plus grande force du colosse de la lune, c'est d'éviter de le jouer. Parce qu'on sait tous que les cartes à 10 mana dans Hearthstone, tu les poses et elles font rien en plus, c'est difficilement jouable. Quelle que soit leur force, même si c'est très fort, difficilement jouable. Très très dur. Donc, on va essayer de présenter les cartes qui essayent de passer outre cette règle. Premièrement, le chaman, avec Eureka. Invoque une copie d'un serviteur aléatoire de votre main. Clair, précis, tout le monde sait lire, tout le monde a compris. Pour 6 mana, t'as un colosse de la lune ou t'as d'autres choses. Hein. T'as une Isera, ça se joue déjà cette carte. Hein. Ça se joue avec Isera, ça se joue avec le grand méchant loup là qui coûte 10. Ça se joue avec parfois Ziliax, mais plus la 4-8, lifestyle Wind Fury. Et le colosse de la lune vient s'ajouter au package, je pense. Parce que si tu arrives à le faire tomber autour 10, mon dieu, mon dieu, mon dieu. En plus, c'est une copie. Tu ne fais pas tomber, quoi, c'est une copie. Donc il reste dans ta main. C'est une horreur à gérer pour l'adversaire. Mais. Souvenez-vous, quand je vais présenter ces synergies, tour 6, tu peux le ramener. Souvenez-vous, bien sûr, que Play des Murlocs, et on n'en parle plus. Play des Murlocs, on n'en parle plus. Play des Murlocs, et c'est fini. 10 de mana, 6 de mana, 12 de mana, 3 de mana, Play des Murlocs, on n'en parle plus. Donc le Shaman, il a Eureka, et il a aussi le Fangemorph, qu'est-ce que je raconte? Donc c'est une 4-4 pour 5 qui se transforme en une copie d'un 4-4 dans votre deck, vous connaissez, je pense. Ça se joue aussi avec Eureka dans le Big Shaman. Un deck qui n'a que de grosses créatures, des sorts de gestion, etc. Des armes de temps en temps. Et donc celle-ci c'est la même chose. Donc c'est vrai qu'elle va pas comme Eureka ramener la 10-10. Mais ça sera une 4-4 bouclier divin. Déjà c'est très chiant pour 5. En plus de ça, quand elle meurt, elle redevient une 10-1 bouclier divin. Tout ça pour 5. Si elle arrive à trouver le colosse. Donc le chaman est servi. Le colosse de la lune sera probablement une carte qui
entrera dans ce deck, qui n'est pas un deck tier 1, loin de là. Peut-être tier 2, tier 3, je ne sais pas, mais en tout cas un deck jouable. C'est ça qui compte. Tant que le Colosse de la Nuit peut être dans un deck jouable, tant mieux. Parce que c'est très dur de coûter 10 et de ne pas être absolument broken comme Yogg-Saron, Enzot l'été, et d'être joué. C'est très dur dans l'histoire d'Hearthstone. Deathwing, repose en paix mon ami, tu es trop équilibré pour ce jeu. Alors, le guerrier. Garrosh, comme vous le voyez, classe que j'aime bien, malheureusement est actuellement beaucoup trop forte. Nous avons le déchiqueteur dimensionnel. Donc le big guerrier qu'ils ont essayé de mettre dans l'éveil des ombres n'a pas du tout marché. Une catastrophe ambulante. Mais peut-être que grâce à ce colosse de la lune, c'est peut-être ce qui me manquait pour essayer de ramener du peps. Parce que c'est vrai que le déchiqueteur, parfois il y avait de bonnes cibles, il y avait la 5-12 du mecha, il y avait des Isera aussi et tout. Mais là, pour 10, ramener 2 10-10, bouclier divin, réincarnation, c'est game breaking, c'est la fin de la game. Si, play des Murlocs, on n'en parle plus. La play du prêtre, tour 9, on n'en parle plus. Mais ça coûte 9. Alors que play des Murlocs, on n'en parle plus. Autre chose, c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais play des Murlocs, c'est 2 exemplaires. Mais il y a un sort du Shaman qui coûte 3, qui découvre un sort. Et le prochain sort que vous jouez coûte 3 de moins. Vous verrez qu'il y aura plus que 3 plays de Murloc par game. Hein. Moi, je le prédis. Surtout contre des decks comme ça, qui essayeront de rentrer dans la méta, avec des cartes qui coûtent 10, qui sont lents. Aïe, 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 aïe. Ça va être terrible. Le pack Boom. Donc, une légendaire de l'extension de Boom, le Boomsday Project. J'oublie comment ça s'appelle en français. Bon, c'est pas grave. Donc invoque 3 serviteurs aléatoires de votre main et leur confère ruée. On va pas tergiverser, absolument cheat si tu ramènes le colosse de la lune. Il descend 10-10, bouclier divin ruée. Réincarnation. Non, c'est le pack boom avec le déchiqueteur dimensionnel combiné au saccage boom, ça peut faire un big guerrier. Bon, toutes ces cartes existent et pourtant le big guerrier n'est pas joué, je le conçois. Mais il peut apporter ce qui manquait peut-être, le colosse de la lune. J'y crois moins que le chaman, honnêtement. Mais ça fera plaisir au bourrin, car le pauvre, il n'a pas beaucoup de légendaires et il a ouvert le saccage boom et il essaie de le faire marcher depuis 2017. Bon, il n'était pas encore sorti en 2017, mais vous m'avez compris. Depuis qu'il est sorti, il a eu le saccage boom, il était heureux. Je lui ai fait un deck, ouais, il a gagné, mais son deck est nul. Donc peut-être que ça va apporter encore plus de polyvalence. Pareil que pour le pack boom, si ça ramène la 10-10, c'est tout bénef. Ça tape, bouclier divin. En plus, c'est une copie. Donc tu prends pas la créature du deck, tu la gardes. Tu la gardes pour le pack boom peut-être, ou pour le déchiqueteur dimensionnel. Ça, c'est une bonne chose en fait. C'est-à-dire que ce soit le déchiqueteur dimensionnel ou le saccage boom, il brûle pas la copie du colosse de la lune. Ce qui permet de le rejouer plusieurs fois avec ces cartes-là. Donc, le guerrier, on en a parlé. Le druide. Est-ce que le druide a des moyens de venir mettre ce colosse de la lune? Il est clair qu'avant, il avait donc tout ce qui était accroissance de mana, qui pouvait lui permettre de jouer plus tôt, mais maintenant, c'est plus des synergies light, des synergies cool, on va dire. Psycho-melon juteux, j'ai trouvé ça limite pas trop perspicace d'en parler, mais c'est un tour 10. Il n'y a pas il y a quasiment aucun tour 10 qui est joué dans le jeu. Et Psycho-melon juteux peut te permettre de venir le piocher si tu en as besoin, dans un archétype de druide que j'ignore encore. Tu as la fleuriste fond de rêve, qui est une 4-4 pour 7, qui peut te le faire diminuer de 7, ce qui est totalement super cool. Donc il coûtera 3, pourquoi pas, dans un big druide, à voir. Et c'est tout. Donc le druide vraiment au-dessous. Je ne vois pas du tout jouer cette carte. Le chasseur. Boomzooka de Flark. Carte injouée, nulle. Qui coûte 7 maintenant, qui ne coûte pas 8. C'est important à préciser, ils l'ont up. Qui n'a pas changé son statut. Je ne l'ai jamais vu être joué. Mais qui maintenant
non seulement ça profite du fait que ça ramène une créature à 10 d'attaque, donc ça va tuer la créature qu'elle tape, le colosse de la nuit, c'est sûr, mais en plus de ça, la réincarnation est intéressante, vu que tu auras une 10-1 sur le board bouclier divin. C'est pas ça qui va faire jouer Boomzuka de Flark, vous inquiétez pas, c'est pas ce que je dis, mais c'est ce que manque, c'est de ça que manque le Boomzuka de Flark. De grosses créatures qui viennent, qui tuent, et qui, lorsqu'elles meurent, ont un effet positif. Emeris. Je savais pas à quoi que j'ai parlé de ça. Donc oui, si tu joues Emeris, c'est une va bouclier divin. Youpi, ça ne marchera jamais. Jamais. Le mage, donc le chasseur c'est le pire de tous, il ne peut pas en profiter et on le savait. Le chasseur est fait pour aller dans la tête. Chasseur contrôle n'existe pas. Le mage, nous y voilà. Appel de l'invocateur. Pourquoi j'ai mis appel de l'invocateur? Déjà parce que si tu as le colosse sur le board et que tu appelles l'invocateur, ça crée 2 tours 10 et ça remet une 10-1, donc c'est super. Et c'est pas pour ça que je l'ai mis. Je l'ai mis parce que il est susceptible de venir grâce à l'appel de l'invocateur. Ce qui est totalement différent. C'est-à-dire que, comme je le montre ici, le géant des mers est une carte jouée dans les decks mages actuels. Donc grâce aux images miroirs avec 4 gares, ça permet de faire un board très rapide. On peut jouer un géant des mers pour pas cher, mais le géant des mers sur le plateau, sur le board, coûte toujours 10, même s'il a été joué pour moins. Ce qui permet de jouer un appel d'invocateur dessus et malheureusement d'avoir la possibilité d'avoir le colosse de la lune. Et mon Dieu les amis, si vous arrivez à choper un colosse, voire 2 colosses de la lune, surtout si vous avez un 4 gardes sur le board, c'est quasiment à la fin de la game. Même guerrier, baston, c'est pas suffisant, ça laisse trop point de dégâts, c'est juste une horreur à gérer. Une horreur à gérer. C'est vraiment une carte. C'est pour ça que j'aime pas des cartes comme ça, un peu evolve, un peu au hasard. Ça va être un cauchemar. Déjà que c'est super joué, c'est très très fort. Le fait que ça puisse ramener un ton pareil, j'espère qu'ils vont, avec les cartes que j'ai pas encore vues, qu'ils vont mettre un tour 10 dégueulasse. Dégueulasse, genre une 1-1 comme Irek. Genre qui puisse un peu contrebalancer cet effet d'aléatoire avec le monstre de la lune, là, j'oublie comment il s'appelle. Le colosse de la lune. Donc, ouais, le colosse de la lune, très dangereux en mage. Très, très, très dangereux. Il faudra surveiller de près. Donc, ouais, j'ai mis aussi 4 gares. Purée, 4 gares avec un géant des mers sur le board, appel de l'invocateur, qui peut te mettre. Qui peut te mettre 2, voire 4 GG colosse. Ça fait extrêmement peur. Déjà que le deck est super solide, tu lui rajoutes en plus statistiquement une chance de gagner la game. C'est purée, c'est catastrophique. Bon, après, Play des Murlocs et on n'en parle plus. C'est peut-être la 30e fois que je le dis, de toutes les vidéos. Mais Play des Murlocs, hop, hop, on n'en parle plus. Play des Murlocs. Et on n'en parle plus. On passe à la suite. Portrait caché. Vous savez, hein, c'est pas la première fois que j'en parle. J'en ai parlé dans la vidéo du match plusieurs fois. Là, je reparle de ça. Je me dis que s'il est sur le board, d'une quelque manière que ce soit grâce à l'appel d'invocateur ou que vous l'avez joué dans votre deck, ce portrait caché est un secret extrêmement fort dans cette situation. Bien évidemment, il faut réunir plein de paramètres, ce qui est improbable, mais si tu développes un portrait caché avec ça sur le board, c'est incroyablement fort. Vraiment, vraiment fort. Alors, Galaxy Poche de Luna. Bon, donc, c'est bien beau de parler d'un point de l'invocateur et tout, mais il reste quand même une chance de ne pas l'avoir. C'est vrai que là, parfois, il sera dans des games, il mettra fin au game, mais ce ne sera pas toujours le cas. Alors que Galaxy Poche de Luna, waouh, c'est fait passer à 1 le colosse de la lune, c'est quelque chose. Hein. C'est pas une créature que tu as envie de voir jouer au tour 6 hein, pour 1 comme ça, tempo. T'as pas envie de voir ça. Hein. Bon, à part lui, appeler des Murlocs.
Mais c'est quasi ingérable. Hein. Ouh, ça va être abominable. Hein. Ça va être vraiment abominable avec Galaxy Poche de Lune. Déjà qu'on avait il y avait des Antonidas pour un, des Maligos, mais. Oh, oh, oh. À voir. Pardon. Le paladin. Donc nous sommes en présence du paladin. Alors quelles sont les qualités du paladin? Donc j'ai mis cette photo parce que je la trouvais vraiment marrante. Le paladin que je dois rester contre Jaina. Euh, alors je me souviens plus de qu'est-ce que j'ai mis. Bon, je vais découvrir avec vous. Rédemption, bon. Rédemption, bien sûr. On va jouer Rédemption dans notre deck. On va attendre le tour 10 et on va jouer le colosse. Et voilà. Donc j'ai mon colosse et ma rédemption. Quel combo de ouf. Non, vous vous trompez. C'est pas si improbable. Même si j'avais un air très ironique, c'est pas si improbable. Pourquoi? C'est parce que tu ne vas jamais jouer le colosse de ta main avec Paladin. Il y a des moyens de l'avoir sans. L'antiprismatique déjà, qui va te permettre tout simplement d'avoir peut-être un colosse de la lune pour un. Oui, vous avez très bien entendu. Vous piochez un serviteur et un sort et changent leur coût. Donc si vous jouez deux rédemptions qui combattent très bien avec le colosse de la lune, vous aurez non seulement la possibilité de les comboter, mais également de les piocher ensemble si vous construisez bien votre deck, et ainsi d'avoir un colosse de la lune pour un. Déjà. Deuxièmement, duel. Surtout duel. Oh mon dieu. Invoque un serviteur du deck de chaque joueur. Ils s'affrontent pour 5. Carte qui a été très très sous-estimée à juste titre lorsqu'elle a été montrée. C'est donnant un peu pour 5, c'est cher. Mais là, le colosse de la nuit, comment il vient renforcer cette carte, c'est un truc de malade. Une 10-10 bouclier divin. Personne ne gagne ça dans le monde. C'est impossible. Donc le duel est remporté. Remporté. Quasiment. À tous les coups. À moins d'avoir un Zileax en face ou un autre colosse de la lune qui s'affronte. Et en plus de ça, il reste sur le board, quoi. 10-10, réincarnation. Oh là là. Duel, faut tenir ça à l'œil. Duel avec l'antiprismatique et rédemption, faut faire gaffe. Le prêtre. Donc autour du prêtre, de dévoiler qu'est-ce qu'il a, le prêtre. On va voir tout ce qu'il a pour le colosse de la lune. Cauchemar vivace, pardon. Donc si tu arrives à avoir le, le colosse de la lune sur le board, Cauchemar vivace, c'est une option très envisageable. Hein. C'est tout simplement, ça va créer une 10-1 provocation, bouclier divin, pardon, réincarnation. Mais ça, c'est si tu l'as sur le board. Ce qui est la chose la plus difficile en soi. Donc on va voir comment l'avoir sur le board. Bon, mot de fois, réplication, c'est la même chose que Cauchemar vivace. Il faut l'avoir sur le board. Donc on va laisser de côté. 4 Muerte. Donc supposons que je l'ai joué et qu'il soit mort. Ok, vous me direz, ouais, déjà il faut le jouer, c'est vrai. Supposons que je joue dans un match-up assez lent, que j'arrive à le jouer, qu'il meurt. Katrina Muerte, si elle le ressuscite, c'est juste une des meilleures values qui puisse ressusciter. C'est l'un des meilleures créatures à ressusciter. Ce qui te permettrait en plus de caster tes sorts bien plus facilement. Surtout que quand il meurt, il me semble, oui c'est le cas, et qu'il a donc sa réincarnation qui s'active, quand l'adversaire le retue, c'est quand ça considéré comme deux créatures différentes. Donc il est mort deux fois. Ce qui augmente les probabilités d'être ramené par Katrina Muerte à la fin du tour. Ça, c'est à ne pas négliger. Parce qu'on jouera probablement d'autres serviteurs avec, mais la probabilité qu'ils reviennent est doublée à ce moment-là. Galerie de clones de Zerek. Simple, efficace. Elle a été très jouée à l'époque avec le système de res, donc de réincarnation. Enfin, pas réincarnation, de ressuscite. Le réincarnation. Ouais, mais c'est la pire. Lorsqu'on ressuscitait les serviteurs, avec les cartes ressuscite, qui ressuscitaient, ressuscitation, ça ne se dit pas, qui ressuscitaient, pardon. Euh, donc, la galerie de clones de Zerek, elle a été oubliée depuis. Vraiment oubliée. Catastrophe. Là, elle pourrait revenir dans le sens où un colosse de la lune, déjà c'est pas mal. Un bouclier divin, quand il meurt, c'est une 10, un bouclier divin. Et en plus de ça, jouer ça
ça me laissera beaucoup plus de temps de jouer à un mot pouvoir réplication ou un cauchemar vivace à ce moment-là. À voir. Je crois pas trop, mais à voir. Et résurrection de masse, bien sûr. Bon, résurrection de masse, tu restes tout. Peut-être tu ressuscites une Catherine à Muerte qui va ressusciter. Non, voilà, c'est un deck avec colosse lunaire, tu joues résurrection de max, c'est sûr. Et psychopompe, je l'ai mis quand même, même si bon, encore une fois. Ouais. Donc si tu réinvoques et tu lui confères réincarnation, ça change rien, vu qu'il l'a déjà. Ouais, ça change rien. Je pense pas qu'il ressuscite deux fois. Il faudra vérifier ça, mais je pense pas que ça marche comme ça dans Hearthstone. Il a réincarnation. C'est comme si qu'il avait un keyword. C'est comme si qu'il avait provocation ou bouclier divin. C'est-à-dire que c'est comme si c'était bouclier divin, voilà. Quand tu lui rajoutes bouclier divin, ça ne change rien, je pense. Voilà. Alors, le voleur, on finit par le voleur par rapport aux classes. Donc, le voleur, il a Graal le requin, à ne pas sous-estimer du tout. On se dit souvent que le Graal, que le voleur, il peut pas synergiser avec les gros tons, c'est pas pour le voleur. Mais Graal le requin, une 12-12 pour 5, qui en plus te ramène le zouk dans la main, faut faire gaffe, hein. Peut-être, on sait jamais. Et le démoniste, pardon, il restait le démoniste. Docteur Morrigan, qui a été up, qu'elle coûte 6 maintenant au lieu de 8, un up de 2 cristaux de mana, qui ne l'a pas malheureusement pas boosté sur le haut de la scène, si je puis dire. Jamais vu jouer, encore une fois. Si, enfin, jouer dans un archétype chelou là, où tu renvoies les cartes dans ton deck, tu as Dorian poupée, maître poupée Dorian, qui parfois te ramène une Docteur Morrigan, ce qui fait que tu en as encore une dans le deck. Et ce qui fait que ça repioche une Docteur Morrigan et que ça arrive à faire la combo parfois. Alors que là, tu la poses au tour 6, tu joues un big démoniste avec beaucoup de sorts. Le démoniste est capable de jouer beaucoup de sorts pour se défendre. Tu la ramènes et tu es sûr de ramener un gros ton et tu mets le Colosse Lunaire dans ton deck. Pourquoi pas? À voir, à tester. Et l'heure la plus sombre. L'heure la plus sombre. Alors, cette carte, vous l'avez probablement jamais vue. Détruis tous les serviteurs alliés. Pour chaque serviteur détruit, invoque un serviteur aléatoire de votre deck. Pour 6. Ne fait quasiment rien, à moins que tu aies le board. Et il faut que tu aies des tons dans ton deck, mais il faut que tu aies le board aussi. Une carte contradictoire. Mais en wild, en libre, il se passe des choses que vous ignorez, les amis. Franchement, que vous ignorez. Je suis parti sur Reddit pour chercher des photos aberrantes. Je suis tombé sur une très belle photo. Pour vous mettre dans l'ambiance, la personne qui a posté sa photo, il avait dit euh, et les gens disent que Barnes, donc si vous vous rappelez de Barnes, est une carte qui gagne T4. Donc il avait mis un commentaire, parce que lui avait joué Barnes T4, et il avait dit comme quoi, voilà, les gens se plaignent de Barnes. Mais regardez ce qui se passe. Donc regardez bien, nous sommes au tour 4. L'adversaire est au tour 4. Il a joué Barnes, le joueur de Big Priest. Beaucoup de gens se plaignent du Big Priest en Wild. Et comme il le stipule lui-même, Barnes ne lui a pas fait gagner la victoire, bizarrement. Nous sommes au T4, les amis. Et il a un board assez solide, si je puis me permettre. Assez solide. Comment ça marche? Bon, je vais vous dire quand même en Wild. Tu joues, là en l'occurrence, il a eu la sortie quasi parfaite. Tu joues Fleurissant. J'ai oublié comment ça s'appelle. Une carte qui, pour 2, le prochain sort que vous jouez coûte de la vie au lieu du mana. Ce qui va lui permettre de jouer des sorts dont il n'avait pas accès à ce moment-là, notamment l'heure la plus sombre, qui coûte 6. Là, elle coûtera 2, vu que vous jouerez le 2, le sort qui coûte 2, et ainsi vous pourrez jouer cette carte que pour des points de vie. Mais vu son board, je pense pas que 6 points de vie soit le problème à ce moment-là. Donc il a joué 2 fois ce sort, enfin il a joué une fois ce sort, et il a joué 4 à 1, donc le sort qui invoque 4 à 1, puis il a joué encore une fois ce sort, et il a joué l'heure la plus sombre. Bizarrement, ouais, le truc c'est que ouais, il devait déjà avoir au moins, ouais, il devait avoir au moins une créature sur le board. Parce qu'il a invoqué Archarage, qui lui a invoqué une autre créature. Ouais. Donc en fait, il avait une créature déjà sur le board. Il en a invoqué 4. Il a utilisé l'or la plus sombre. 5 créatures sont venues du deck.
Ouais, 5 créatures. Non, 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 il avait deux créatures sur le board. Je me suis trompé. Il avait deux créatures sur le board. Il a joué le sort qui ramène 4, donc il avait 6 créatures sur le board. Et il a ramené Yarcharaj, qui lui a ramené à la fin du tour une autre. Donc il avait 6. Tour 4. Tour 4. Il se passe des choses en wild, les amis, vous le savez pas, hein. Des choses sombres. Qui aurait dit à l'époque du Yeti Norrois, tour 4? C'était solide un Yeti Norrois tour 4, c'était solide. On le jouait en druide, c'était sympa. Innervation, Yeti Norrois, tour 2, avec la pièce tour 1. C'était marrant, on s'amusait. Tour 4, c'est ça maintenant Hearthstone. Il a un T8, un T6 qui bloque les sorts de l'adversaire d'ailleurs. Il peut même pas hystérie collective, regardez. Elle coûte 7 de mana parce qu'il a cette foutue créature qui augmente les sorts. Il a un tour 8, un tour 6, un tour 9, un tour 9, un tour 9, un tour 10 et un tour 4. 8 et 6, 14. 14 et 18, ce qui fait 32. 32 et 9, ça fait 30, ça fait 41. 41 et 10, 51. 51 et 4, 55. Il a 55 de mana sur le board pour tour 4. Yeti Norrois. Il y avait un Yeti Norrois à tour 4. Il y a quelques années. C'est pas possible. On se croirait la différence entre Dragon Ball quand ils se combattaient contre Tao Pai Pai et Dragon Ball Super quand ils fight avec Jiren et leur super pouvoir ridicule. C'est n'importe quoi. Bref, passe à la suite. Le gang seigneur Bétrug qui vient sauver la fin des synergies. Donc voilà, n'oublions pas que depuis tout à l'heure, nous parlons du colosse lunaire. Colosse lunaire qui d'ailleurs a imaginé ce board avec un colosse lunaire en plus, hein. C'est ça ce que je voulais dire. Donc l'heure là c'est plus sombre, en wild, ça sera pire. Voilà ce que je voulais dire. En standard, il n'y a pas moyen que ce soit joué, je pense. Sans la carte qui inflige des dégâts à ton héros, qui, qui fait que la combo marche. Mais en wild, ça sera pire. Donc les amis du wild, préparez-vous à pire avec le colosse du vide. De la lune, n'importe quoi. C'est un des trucs que j'ai même pas envie d'en parler, c'est nul, ça marchera pas. Désolé. Quoique, bah, mais en tout cas, si ça marche, genre par exemple, tu poses le gang seigneur, tu fais rebondissement qui repêche ta main, ce qui est possible, tu auras une 10-10 qui peut ruer et qui, quand elle mourra, elle reviendra 10-1. C'est ok. Mais est-ce que tu mettras le colosse de la lune juste pour ça? Déjà que Bétruc est faible. Bétruc? Non, j'aime pas cette carte. Donc la conclusion, colosse de la lune, 4 étoiles. C'est incroyable que je mette 4 étoiles à une carte pareille. C'est typiquement le genre de carte à qui je donne 1 et 2 étoiles. Ou 2 étoiles j'aurais donné. Pourquoi 4 alors? C'est une carte qu'on va voir. Faites-moi confiance. Pas comme vous le pensez. On va la voir déjà, je pense, avec Eureka, Forge-Morph, parfois dans un Big Warrior qui va tester, mais qui tiendra pas la route, je pense. Mais peut-être. Le druide, non. Le chasseur, non. Le mage. Ça, on va le voir. Je vous jure, on va le voir avec l'appel d'invocateur, ça va faire rager plus d'un. Pas que le rage de l'appel d'invocateur. Il y a plusieurs sortes qui évolution, qui créent des trucs aléatoires, et tout le monde va vouloir chercher cette carte. Donc même si elle ne sera pas forcément dans les decks, faites-moi confiance qu'elle sera une carte très prisée. C'est pour ça que je lui donne 4 étoiles. Je sais que ce n'est pas forcément très logique avec ce que l'analyse que j'ai faite jusqu'à maintenant, car j'ai analysé les cartes par rapport à leur jouabilité dans la méta. Est-ce qu'elles sont positionnées dans les decks? Mais moi, c'est plus... Ce qui me rend triste dans Hearthstone, c'est les cartes qu'on oublie. Des cartes que des développeurs payés ont créées, mais qui n'ont pas touché le sol, le board. Jamais. Ça, c'est triste, c'est minable. Mais cette carte-là, ne vous inquiétez pas. C'est pas un truc qu'on oubliera. Ne serait-ce que le dinosaure là, du Goku 10 là. Ultrazor, déjà, on s'en rappelle, quoi. C'était un mème. Alors lui, vous inquiétez pas qu'on le verra. C'est pour ça que j'ai mis 4 étoiles, parce que c'est une carte qui sera prisée, qui sera... On voudra la voir à travers des effets aléatoires, on voudra la choper avec des appels. On voudra vraiment... 4 c'est peut-être un peu exagéré, mais je pense qu'elle aura sa place peut-être dans un ou un deck, genre tiers 2, un truc comme ça. On verra. Prochaine carte, Obélisque du désert. Si vous en contrôlez 3 à la fin de votre tour, affiche 5 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Alors, je vais vous montrer probablement le paint le plus dégueulasse que j'ai fait. Bon, mes paints ne sont pas extraordinaires depuis le début des vidéos. C'est ma première vidéo, soyez sympa.
Bon, là c'est quand même, je pense, là c'est quand même propre. C'est la vidéo la plus propre que j'ai faite. C'est bien, les trucs sont fluides. Je suis en haut à droite, je cache pas les cartes. Je me suis amélioré au cours des vidéos. Mais il est clair que j'ai beaucoup à apprendre, notamment mes paints, les fameux paints, où je vais vous montrer un truc tellement dégueulasse. Alors, mes notes de jusqu'à maintenant, c'est de 1 à 5. 1, c'est dégueulasse, 5, c'est incroyable. J'ai créé une note spéciale pour cette carte. C'est le pire paint au monde. Vous pouvez rigoler si vous voulez, mais j'ai mis 0. En l'occurrence, j'ai fait exprès de faire un paint dégueulasse, tellement cette carte ne mérite pas un travail construit. C'est de la merde en conserve, de la merde. Merde. Ce n'est ni fun, ni drôle, rien du tout. On verra ça sur Trolldom de temps en temps, quelqu'un qui a réussi ta, 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 avec une musique. Ta, 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 ta. C'est tout. Nul, 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 nul. J'arrive pas à croire qu'il y a des développeurs qui sont payés pour créer une carte comme ça. Nul, 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 nul. C'est du pareil, sauf que c'est un peu plus drôle. Je suis désolé de le dire. Ça, c'est même pas drôle. Ça, c'est drôle. Ça crée une 20-20 qui affiche 20 à la fin de votre tour. C'est un truc de ouf, ça. Ça, si ça arrive, c'est marrant. Bon, il y aura des decks, même moi, je vais les tester. Ça, c'est pas tes... Même si tu as la combo, ça va pas le tuer forcément. C'est ça qui est nul avec cette carte. Putain, il faut que j'arrête, je vais m'énerver. Ça, c'est... En fait, si votre plateau est rempli de secrétaires Mogu, en cri de guerre, par contre, hein, c'est en cri de guerre. Donc, si vous avez un board de 6 sectatrices Mogu et que vous jouez la septième, ça les détruit pour invoquer le gardien rat. Je crois pas que je l'ai mis, le gardien rat. Aïe aïe aïe, j'aurais dû le mettre. Mais c'est une 20-20 pour 20 qui inflige 20 points de dégâts à tous les adversaires, le héros y compris, à la fin de chaque tour. Vous avez bien entendu. Donc c'est typiquement tu as gagné la game. Typiquement. Voilà. Typiquement. Est-ce que c'est facile d'avoir ça, si 1-1 sur le board et de jouer la septième? Pas du tout. Est-ce que ça va être drôle et dur à faire? Oui. Manœuvre de cirpilleur. J'ai mis une ou deux combos. C'est Moi, je la vois en voleur où tu manœuvres de cirpilleur, tu la laisses augmenter. Ça te fait beaucoup de trucs. Et avec la coupe de Tolin, donc c'est un des trésors du roi cirpilleur qui est présent en voleur, qui permet de remplir ta main du copie du carte. Et si tu vides ton deck et que tu joues manœuvre cirpilleur, tu es sûr de récupérer le Secratrice Mogu, ce qui te permet de jouer comme ça très rapidement et d'avoir la 20-20. Une étoile, catastrophe. C'est des decks très 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 axés fun. C'est bien qu'il y ait des decks comme ça qui existent. Ça, ce n'est pas une carte qui devrait exister. Ça, c'est marrant. Ça va. La récompense est à la hauteur en fait. Je sais pas si vous vous rappelez de Mimiran. Tout le monde se rappelle de Mimiran. Le mecha où il fallait 3 mechas pour le fusionner. C'était nul. Ça n'a jamais été compétitif. Catastrophe. Mais il n'y a pas un deck. Ça nous a tous marqué. Soyons honnêtes. C'était trop bien. On voulait tous le faire. On essayait des trucs. Mimiran, c'est trop bien. Mega Wind Fury. Là, c'est la même chose. C'est un truc, tu veux le réussir. Quand tu le réussis, il y a un truc de ouf. Ça, c'est inflige 5 points de dégâts. Il n'y a rien d'original. Rien. J'ai pas envie de faire ça. Nul. Nul. Ok, ça, ça, c'est un. Ça ne marchera jamais. Alors, machine mortuaire. Carte intéressante. Plus intéressante qu'elle n'y paraît. 8-8 pour 5, donc elle vient rejoindre notre fameux 8-8 pour 5, donc il y en a déjà deux dans cette famille. Après que votre adversaire ait joué un serviteur, lui donne réincarnation. Donc donne réincarnation bien sûr au serviteur de l'adversaire. Donc c'est une carte avec des statistiques surélevées, mais qui a un downside, donc un effet négatif pour l'adversaire. Pour vous, pardon. Donc des statistiques très 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 bonnes, mais un effet négatif. Donc je vais la comparer aux deux qui ont existé, le premier et le deuxième. Donc les trois sont des 8-8 pour 5, déjà ça on est sûr. Maintenant on va comparer lesquels ont été joués, pas joués, et lesquels ont... et pourquoi. Alors, commençons par celle qui était en premier. GVG, donc elle est venue de Gobelin versus Gnome. Saccageur gangrené, à chaque fois que votre adversaire joue une carte, vous défaussez 3 cartes sur le dessus de votre deck. Cette carte était bizarrement beaucoup jouée, notamment dans des druides à l'époque où il y avait Innervation rajoutée 2 mana.
C'était des sorties à base d'innervation, innervation, saccageur gangrené. Tout son deck était fini avant le tour 4. Il en avait rien à foutre, il t'avait déjà tué. Voilà, résumé. C'était vraiment une carte très agressive. Mais c'était surtout le profiter du druide et de sa rampe. Le fait qu'il avance vite. C'était vraiment surtout ça. C'est pour ça qu'elle a été publicité. Sinon, on l'a pas vue ailleurs. Mais elle était vraiment populaire hein, dans les decks druides. Hydre Amer, elle n'a pas reçu, je pense, la même popularité. Mais on l'a vu notamment à cause, pas grâce. Même si ça fait plaisir toujours de revoir des cartes grâce à d'autres cartes. Mais là, c'est à cause du Netro Tracker. Rien n'est grâce au Netro Tracker. Rien. À cause du Netro Tracker. Une des pires créations de Blizzard. À cause de lui, on voyait cette carte qui était une. Pour moi, dans ma tête, c'est une 9-9 pour 6 charges dans la tête, mélangée avec le port. Ou, quand il avait besoin d'être un peu défensif, pour 7, une 9-12, une 9-11, ruée, lifesteal. Et inflige 3 points de dégâts à votre héros, en fait, ça se lifestealait. Voilà, donc c'était une bête qui n'était absolument pas pensée par Blizzard lorsqu'ils ont codé le Constructo bête. Mais voilà, qui nous faisait rire quand on jouait avec le Constructo bête. Mais pas contre. Mais pas contre. Bref, petit moment de nostalgie négative. Est-ce que ça s'était joué? Non. Quoique. Non, c'était bon. C'était ça et ça, c'était de bonnes cartes. Pourtant, ça a l'air d'être plus punitif. Mais finalement, il s'avère que ça, c'était peut-être un peu plus punitif. On a déjà vu des volcans mettre fin à la game à cause de cette carte. Mais on l'a joué en chasseur, en fin de curve, parfois très agressif. C'est une carte vraiment, que ce soit celle-là ou celle-là, les 8-8 sur 5, ils ont toujours payé. Et celle-là, je pense qu'elle ne fait pas exception. 8-8 pour 5, mecha, très important à noter. Là aussi, c'est une mecha, mais à l'époque, on s'en foutait. Il n'y avait pas de ce que de Ziliax et compagnie. Et là, ça donne réincarnation serviteur adverse. Sérieusement, il est possible que ce point négatif n'en soit pas un. Déjà, il y a certains decks, la plupart des decks ne jouent pas plus d'une créature par tour. Et en plus, c'est lorsque votre adversaire a joué, pas invoqué. Donc, lorsqu'il a joué une créature. Il y a beaucoup de decks qui ne jouent qu'une créature par tour. Parfois des decks qui n'en jouent pas. Bon, c'est plus rare ça. C'est-à-dire que à partir de combien de serviteurs réincarnation cette carte commence à devenir négative? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Pareil pour l'hydroflow amer. À partir de combien de dégâts cette carte devient négative pour vous? Pareil pour Sakaja Gongrené. Eh bien, figurez-vous que la réponse à ces questions, c'est aucune, infinie. Parce qu'en fait, plus tu t'es défaussé de cartes, plus cette carte est restée sur le board. Donc plus elle a fait ce qu'elle voulait, c'est-à-dire finir la game rapidement. Pareil pour l'hydroflow amer. Plus tu as pris de dégâts avec, plus ça veut dire qu'elle est restée sur le board. Enfin, pas forcément. Ça se peut que tu l'as posée, qu'elle soit trade directement, mais rapidement. J'avoue, dans ce cas-là, c'est chiant. Mais si elle est restée longtemps et qu'elle se fait trade petit à petit, elle t'a fait des dégâts, on s'en fiche. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Et là, c'est la même chose. Plus elle reste, plus elle donne réincarnation à l'adversaire, sur plusieurs tours, mieux c'est pour vous, parce que de toute façon, vous allez jouer ça dans un deck qui veut finir vite. Vous n'allez pas jouer ça dans un deck contrôle. Donc finalement, cette carte, elle a un défaut qui est de plus en plus punitif sur la durée, mais qui est en contradiction avec le fait que plus elle reste, plus elle est dangereuse. Ok, donc on passe à la suite. Déjà de 1, on peut la silence. Donc c'est tout simplement en prêtre, tu la poses. Enfin, c'est pas en prêtre, hein. J'ai mis le silence pour parler des silences. Je n'allais pas mettre tous les silences du jeu, ça n'a aucun intérêt. Heureusement que je m'en suis rappelé. J'ai mis ce silence-là parce que c'est le silence, tout simplement, pour représenter les silences. Cette carte peut être silence, notamment par la carte qui silence les serviteurs adjacents à côté. Peut-être dans un prêt de silence, cette carte verra le jour. C'est une 8-8 pour 5 quand même. Mais pas que, moi je la vois dans un deck agressif. Bref, donc on a cette carte qui, une fois silence, est toujours aussi dangereuse. Mais là où elle verra le plus grand danger s'abattre sur elle, c'est bien le magnétisme. Là, j'ai mis des mechas juste pour parler du magnétisme. Bien évidemment, il y a Ziliax, il y a. Ça, on s'en fiche, je pense, ça sera jamais joué, mais. C'est-à-dire que j'ai mis ça pour que vous compreniez que le magnétisme avec cette carte, c'est
C'est un truc de malade, hein. Parce que c'est une 8-8 posée au tour 5. Tu peux la magnétiser et frapper pour 12 patates, 13 patates, je sais pas combien, juste après. Quasiment la moitié de la vie d'un adversaire, quoi. Oh là là. Et bien évidemment, comment ne pas parler de lui? Omeka en ruée. 8-8 pour 5. Ruée. En fait, je suis pas en train de dire que ça sera joué en guerrier. Le guerrier en général, il les contrôle, il cherche pas ce genre de cartes. Mais les gars, c'est un mecha, hein. Vous savez très bien qu'il sera découvert. Vous savez très bien que euh, l'assemblage Oméga. Vous savez très bien que le pouvoir héroïque du Docteur Boom. Et ça, c'est une carte très très forte. Vous vous dites, ouais, mais il va rester sur le board. Non, pas forcément. Déjà, il est possible que tu le places pour tuer un géant en face. 8-8 pour 8 pour 5. T'as un mecha que t'as découvert qui vient et qui trade. Il n'y a pas. Ouais, le Dévastateur Oméga qui est bien au-dessus. On est d'accord. Mais le Dévastateur Oméga, c'est une carte 5 étoiles. Là, c'est une carte neutre que tu vas pas forcément jouer dans ton deck, mais qui va en plus de ça t'apporter une bonne découverte. C'est-à-dire que j'en ai parlé dans la vidéo du guerrier, la première vidéo qu'on a faite, quand il y avait la 3-6 mecha qui est sortie, guerrier. J'ai dit, c'est pas normal qu'ils mettent encore des bons mechas au guerrier, qu'ils découvrent, parce qu'ils découvrent trop de mechas. Le fait qu'ils découvrent ces mechas-là, ça nuit encore à l'équilibre. Les mechas sont trop forts, surtout quand ils ont rué avec le Dr Boom. Et là, j'avais compté sur Blizzard, je l'avais dit dans la vidéo. J'espère qu'ils vont nous mettre des mechas neutres dégueulasses pour pallier au problème du putain, m'a hanté, hein, le Netro Tracker. Putain, je dis de la merde. Pour pallier au Dr Boom. En fait, le Dr Boom, il lui faut des mechas un peu nuls, comme ça, quand il fait son pouvoir héroïque, il n'aura pas toujours des bons choix. Et pareil pour assemblage Oméga. Mais là, non, ce n'est pas un mecha nul. C'est pas le mecha c'est pas le meilleur mecha du monde, mais c'est pas il est loin d'être un mecha nul. C'est une 8-8 qui vient et qui rush pour le guerrier. Sans parler de sa jouabilité dans les decks agressifs, hein. Là, je parle juste de l'ajout que ça a donné au guerrier. Bref, merde. Bref, je lui ai donné 3 étoiles. Là, on voit pas bien. Là, on voit mieux. Donc j'ai donné 3 étoiles à cette carte. Je vais redescendre. Parce que c'est une carte qui tout simplement est totalement correcte, qui sera encore une fois découverte par les voies héroïques du Dr Boom, qui sera jouable dans ses decks, qui sera peut-être en final curve dans un deck mecha aggro, notamment chasseur, qui va jouer peut-être ça, qui va se faire magnétiser, qui va foncer dans la tête. On va voir. Mais voilà, du potentiel, 3 étoiles. Alors, exploratrice en pleine quête. Donc c'est une 2-3 pour 2 en cri de guerre, si vous piochez une carte si vous contrôlez une quête. Donc je crois que j'ai donné directement la note. Voilà, 4 étoiles, ça n'a rien d'en parler. Il n'y a pas un deck quête qui va pas jouer ça. C'est impossible. J'ai pas mis 5 étoiles parce que pour moi, ce ne sera pas tous les deck quêtes qui seront joués, loin de là. Mais en tout cas, si un deck quête est joué, celle-là sera dedans, c'est sûr. Enfin, pas forcément. Je vais vous dire pourquoi pas forcément. Mais c'est 4 étoiles. C'est trop fort. Il n'y a pas de défaut. C'est 2-3 pour 2 qui piochent une carte. C'est super fort. En plus, avec la quête du chaman, les gars. Vous jouez la quête du chaman tour 1. Tu joues ça au tour 2. Tu pioches une carte et t'avances la quête de 1. Vous vous rendez compte? C'est un truc de ouf. La seule raison pour laquelle j'ai dit que pas forcément tu la joues dans tous les decks quêtes, c'est le druide. En fait, tu veux pas curver au tour 2. Tu veux juste passer ton tour au tour 2 pour que la quête se finisse rapidement. Je pense que la quête druide, c'est une genre de quête. Dans certains match-ups, c'est tour 4, c'est fini. En fait, il va rien faire entre temps. Il va juste attendre, passer le tour. C'est la seule quête qui va se faire toute seule, en fait. C'est une quête débile, un peu. C'est pas une quête. T'as rien à faire. T'as pas de, 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 de difficulté de deck building ou quoi que ce soit. Tu vas juste passer ton tour. Bref. En tout cas, ça va peut-être pas être joué dans ce deck-là, mais tous les autres decks quêtes, celui du démoniste aussi, vu que ça pioche, celui du chaman surtout, tous les decks quêtes, tous les decks quêtes. 4 étoiles. Gobelin infesté.
Donc une 2-3 pour 3, on en a déjà parlé, avec notamment la vidéo du guerrier, où vu que c'est une provocation et qu'il te donne 2-1-1 provocation râle d'agonie dans ta main, qui coûte 1, on en a parlé parce que c'est une carte qui était intéressante dans cet archétype-là. À elle seule, c'est à peu près 3 taunts, quoi. Donc il y a de la jouabilité. C'est une carte intéressante. Est-ce que, à part dans un archétype taunt, on les aura joué? Je sais pas, moi je dis oui. À l'époque, on avait une 2-3 taunt pour 4 à l'époque du dieu très ancien, je me rappelle, qui aura le d'agonie invoqué une 2-2 et qui était jouée, hein. Je me rappelle, c'était nul. Bon, après, à l'époque, il n'y avait peut-être pas le niveau des cartes maintenant, à savoir. Mais ça, c'est une 2-3 pour 3 taunt. C'est faible, mais. En fait, c'est les statistiques de 2. Une 2-3 taunt pour 2, c'est discutable. Voilà, c'est peut-être jouable. Mais donne 2-1-1 taunt, c'est pas la carte de l'année, mais je la comparais à un mode corbeau qui est une 2-1, donc 3 points de vie en moins, qui n'a pas de taunt, qui rajoute 2 1 cristal dans ta main. Celle-là, elle est bien meilleure. Une 1 cristal, c'est une 1-1 taunt, une 1 provocation, c'est à peu près la même chose, hein. Il y a beaucoup de tours 1 qui sont moins bien qu'une 1 provocation et vice versa. Euh, Là, c'est taunt, 2-3. Bon, bien évidemment, c'est pas la carte de l'année, le monde corbeau, hein, on va pas se le cacher. Mais c'est une carte qu'on a vue parfois, si je me rappelle bien, dans le druide token. Et là, c'est une bien meilleure carte dans le druide token, parce que tu sais ce que tu vas récupérer. Les taunts, ça se booste bien avec le +1/+1. C'est une 2-3 pour 3 taunt qui vient protéger tes autres créatures. Non, non, il y a du potentiel. Dans la mêlée, bien sûr, combo avec le râle d'agonie, même avec la carte elle-même. Ça devient une 4-5 pour 3, insane, taunt. Ouais, technicien de Dripière. J'ai mis cette carte parce que c'est une carte qui a été up, encore une fois. Donc elle est passée de 6 mana à 5 mana. Elle donne +2/+2 à tous les serviteurs de ta main. Et ajoute 2 scars. J'en ai parlé dans la vidéo du paladin. J'ai dit comme quoi il y avait peut-être un nouvel archétype qui se préparait à paladin, un hand buff, même si j'y croyais pas. C'est un truc que je vais tester avec le up du technicien et tout. Il me manquait quelques cartes et il y a eu une ou deux cartes qui sont intéressantes à rajouter dans l'archétype. Gobelin infesté en fait partie et c'est une synergie à noter, notable. Bon, ça aussi, c'est la même chose que ça donne +2/+2 au taunt. 3 étoiles. Pour une créature neutre, 3 étoiles, faites-moi confiance, pas tous les jours qu'on donne ça, hein. Vous avez vu tout à l'heure les épiques, là, 0 étoile, 1 étoile, j'ai donné 2. 3 étoiles, franchement, je pense que c'est une note peut-être un petit peu trop élevée, mais je sais pas, c'est une bonne carte en fait. Alors là, c'est une bonne carte d'arène, ça, hein. C'est une carte vraiment cool en arène, hein. Cool, il n'y a pas d'autre mot. En arène, c'est chill, 3 étoiles. En construit, elle verra peut-être. Parce qu'elle peut être. En fait, la force de cette carte, c'est qu'elle peut être jouée dans un deck provocation, clairement. Elle sera jouée dans les decks provocation s'ils sont joués. Et elle est jouée dans des decks hand buff. Elle a deux qualités premières en fait. C'est ça sa force. Elle est polyvalente dans les archétypes dans lesquels elle peut rentrer. Elle est neutre en plus. Elle peut être jouée partout. Donc les cartes neutres bénéficient probablement d'une notation beaucoup plus souple déjà. Parce que les cartes de classe sont jouables que dans la classe. Donc si l'archétype n'est pas jouable, c'est mort. Alors que là, elle bénéficie d'une polyvalence de gameplay dans différents styles de classe. Ce qui lui donne 3 étoiles à mes yeux. On passe à la suite. Malfrat amorphe, 6-5 pour 4. Je le compare à statut sinistre. 7-7 pour 4 qui était bien meilleur parce que dans tous les cas, tu veux les silences. On va pas se le cacher, tu vas pas prendre le risque de le laisser dormir, hein. C'est clairement une carte d'arène qu'une fois sur deux, elle dort pas, elle balance des patates, elle fait un bon trade, elle redort. Peut-être ou pas. Mais non. Ouais, avec âme sans repos, voilà quoi. Tour 4, tu joues ça, tu joues âme sans repos dessus, voilà quoi, c'est cool. Mais à ce moment-là, tu préfères la 5-6 qui, quand elle tape, donne une pièce à l'adversaire. Il y a une 5-6 pour 4 qui, à chaque fois qu'elle tape, donne une pièce à l'adversaire. Lui, c'est une 6-5 qui est moins bien qu'une 5-6 pour 4 qui peut dormir et ne rien faire. Une étoile, jamais joué. Ritualiste de Neferset. Neferset. Purée. Ritualiste de Neferset. Hildgard, 2-3 pour 2, statistique correcte, rend tout leur PV aux serviteurs adjacents.
pour 2. Adjacent, hein, même pas 1. Ça nous rappelle le soigneur Rosen, ce qui ne vous doute pas, vous doute plus fort, pour ceux qui connaissent. Je crois que c'était ça, hein, et ça m'a marqué. 2-6 pour 4 rend tous ses PV à un serviteur. C'est une carte d'arène, elle n'était jamais jouée. Mais bon, les statistiques sont dégueulasses, alors que là, c'est une statistique vraiment cool. Et c'était un serviteur, alors que là, c'était les deux. Rien à voir. Donc, je la compare par rapport à l'effet, mais pas par rapport au niveau de puissance. Ok. Maître lame blessé. Donc, synergie totalement ouf. On connaît Maître lame blessé, sac de soins. Mais là, tu as Maître lame blessé qui s'inflige de base des dégâts. S'il n'est pas trade juste après, ou tour 5, tout simplement, tu le joues avec cette carte. Ça te donne une 4-7. C'est très bon. On a un prêtre notamment, avec lui aussi, bien évidemment, c'est la même chose que le maître lame. Normalement, j'espère que j'ai mis la clérique aussi. Je me souviens plus si j'ai mis la clérique en synergie, mais ça avec la clérique, c'est dingue en prêtre. En prêtre, c'est dingue en fait. Avec la clérique, ça soigne, ça pioche. Avec le grand prêtre Hamet aussi. Euh, En fait, je me suis dit, en plaçant ces synergies, je me suis dit, tu joues en prêtre le grand prêtre Hamet, tu vas poser des créatures. À ce moment-là, les créatures, bon, elles auront peut-être 7 d'endurance, mais elles auront peut-être pas l'attaque adéquate, donc ça sera des créatures faibles. L'adversaire leur tapera dedans, ou fera une AOE. Tu pourras tout simplement jouer la carte. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, je l'avoue. Mais le fait de donner 7 PV à ses serviteurs, notamment à lui aussi, hein, ça peut augmenter la force de ce cri de guerre. Parce que les soins seront d'autant plus forts. Voilà là où je voulais en venir, en fait. Garde-lumière, dans un deck Zo. En fait, dans un deck Zo, ça a déjà existé un deck Zo démoniste qui jouait Garde-lumière. Vous vous rappelez avec la goule joyeuse qui était jouée pour 0 si votre héros était soigné pendant ce tour. Il y avait aussi des synergies qui healaient et tout, qui faisaient en sorte de rendre la garde-lumière jouable dans un deck Zo. Vous vous rendez compte? Et là, avec cette carte, c'est peut-être le retour, hein, dans un deck Zo pas forcément démoniste, peut-être prêtre. Le deck Zo que je parlais, prêtre, avec bien évidemment les clercs du Nord qui seront joués dedans, notamment garde-lumière. Il y aura 7 cartes pour venir up les gardes-lumière, les rendre très fortes, et les clérics pour piocher. Tu auras la 2-2 pour 2 qui donne un laquais dans ta main. Il y aura peut-être des trucs intéressants qui seront proposés. On verra. La clérique, bon, j'en ai parlé, c'est trop fort avec cette carte. Une mini-corse. J'avoue que déjà, c'est pas déconnant de jouer une 2-3 pour 2 dans un deck druide, parce que le druide manque un peu de. Même si maintenant il a des abeilles qui genre l'early un peu, il a besoin d'un peu plus de présence sur le board en early, dans un deck en tout cas comme ça, contrôle. Et en plus, qui peut en late game venir tout simplement reste en Luminicorse, ou T Luminicorse, on a plusieurs. Donc, mais le défaut, bon, c'est Play des Murlocs, on n'en parle plus, Luminicorse. Adieu. C'est le souci. J'ai l'impression qu'il ne peut pas exister, Luminicorse, en la méthode. Impossible. Serve de cristal. Ah, ça, par contre, c'est très très fort, hein. C'est plus fort que Luminicorse parce que c'est jouable clairement dans un deck sans Luminicorse où, grâce à une utilisation de cette carte, une seule, tu peux te débloquer avant le tour 5 de 4-4 ruées pour 5. Il est clair que cette carte, si elle se décuple, si donc ce qu'elle dit arrive, putain, je dis n'importe quoi, si donc son cri de guerre est actif, il est clair qu'elle est cheat. On est tous d'accord. Le problème, c'est de l'activer, notamment avant le tour 5. C'est chiant, c'est pénible parfois. Il a du heal le druide, mais maintenant, ça peut clairement, et ça va, je pense, rentrer dans ses archétypes, hein. C'est. Après, pour en profiter pleinement, il faut jouer des créatures en early aussi, pour prendre des traits, des heals. Et. Voilà. Ce n'est pas forcément le cas du druide. Non, mais pas forcément en fait. Tu peux tout simplement jouer euh, la 2-5, là, la Tis vie. Attendez. Ouais, je l'ai mis, purée, heureusement. La Tis vie pour une 2-5 pour 3. Chaque fois que vous rendez de la vie, ajoute un sort druide aléatoire dans votre main. Tu peux jouer ça qui est un body 5 PV pour 3, c'est très solide. Très très solide même. Tu peux, l'adversaire, voilà quoi, il a pas de quoi la gérer.
tapes, tu mets la créature là qui la heal, ça te donne un druide sort aléatoire. Ça peut jouer ce genre d'un druid heal. Pas forcément avec Luminicorse, hein, mais. Bon, c'est dommage quand même sans Luminicorse. On verra. J'ai mis le templier de Zandalari, encore une fois parce que c'est le même truc que ça, c'est-à-dire que si son cri de guerre est actif, c'est super cheat. 8-8 provocation pour 4, abominablement cheat. Mais c'est quasiment jamais actif. Même au tour 4, jamais, quasiment. Mais c'est surtout, même à plus tard, c'est 10 points de vie. Tu vois, c'est pas 5 points de vie. C'est 10. 10, quoi. Mais là, ça vient clairement l'épauler, ça, hein. Ça peut rapidement rendre beaucoup de vie, hein, si c'est entre deux serviteurs alliés qui viennent de faire des trades. Donc voilà, c'est à noter, quoi. Au moins à noter, cette synergie. Chevalier de verre aussi. Ça, par contre, c'est plus fort, hein, parce que t'as pas besoin de rendre 10 points de vie et tout. T'as juste ton chevalier de verre, tu joues un paladin, supposons, sur le board, avec chevalier de verre. Tu joues les doubles... Purée, j'ai oublié le nom, quoi, à chaque fois. Le double ritualiste, on va l'appeler de Neferset. T'en joues deux. Tu poses ton petit chevalier de verre qui est un peu difficile à gérer, surtout si tu joues un deck avec le board. Tu mets ton petit trade, tu auras probablement une créature à côté, tu la heal, tu récupères ton bouclier divin. Non, non, pas déconnant, clairement pas déconnant. Il y a des possibilités. J'ai mis 4 étoiles. Les gars, je pense que vous verrez pas ça souvent. Une carte où je mets 4 étoiles, une neutre comme ça, rare. Je vois pas de défaut. Le défaut que je vois, c'est qu'elle soit pas jouée parce que voilà, quoi, les archétypes que je viens de citer soient pas jouables. Mais déjà en arène, c'est une carte ridicule. Une honte qu'elle existe en arène. Une honte. Bon, on n'est pas censé parler de l'arène, j'avoue. C'est pas censé rentrer dans notre argumentation. Totalement d'accord. Mais bon, je dis juste ça, hein. Je parle du wild de temps en temps. Il faut parler de l'arène, hein. C'est pas bien ça pour l'arène. C'est toxique. C'est une honte. Pour le wild, il y aura probablement des combos que j'ai pas pensé qui seront ouf aussi avec. Plus fortes. Mais c'est bon. Dans un prêtre, tu vois, avec la 4-7 pour le maître lame blessé, la 4-7 pour 4, Ral d'agonie rend 5 points de vie à l'adversaire en face. C'est des cartes qui ont beaucoup de points de vie, notamment avec le maître lame s'ils sont soignés. Donc je vois bien la 4-7 posée, taper dans une créature la trade, puis celle-là posée juste après. J'ai mis 4 étoiles, j'avoue que c'est présomptueux pour une carte dont l'archétype n'est pas encore dessiné. Il n'y a pas l'archétype en mode on a besoin de toi dans ce deck. Non. C'est plutôt elle qui va venir apporter un archétype. Mais dans des decks Reno aussi, c'est vrai que j'avais pensé à ça. Dans des decks Reno, donc dans les decks Highlander, les decks à un seul exemplaire, donc mage, euh, chasseur, paladin, et le dernier c'était quoi? J'ai oublié, mais il y avait 4. Bref, il me semble qu'il y avait 4 classes qui avaient hérité de ces cartes-là à Synergie Highlander. Ça, c'est clairement jouable. Tu as 30 cartes dans le deck. Ça, c'est pas du tout une carte en mode oh non, c'est nul. Non, c'est une carte qui peut être très utile dans certaines situations, moins dans d'autres. C'est ça le but des cartes Reno. C'est avoir de la polyvalence, plus que les autres decks. Bref, 4 étoiles. Momie généreuse, 5-4 pour 3, réincarnation. Donc 5-4. Quand elle meurt, elle revient 5-1. C'est vraiment des stats très agressifs. Les cartes de votre adversaire. Attendez. Les cartes de votre adversaire coûtent un cristal de moins? Une étoile. Un cristal de moins? Une étoile. Voilà ta note. Tu es réduit de un cristal, tu as une étoile. Injouable. Jamais vous ne la verrez toucher le board. Peut-être en arène, mais même en arène, non, impossible. Son effet est absolument impardonnable dans Hearthstone. Impardonnable. Carte agressive. Tu la poses contre un joueur agressif, il te pose toute sa main. Tu la poses contre un contrôle, tu lui laisses ses AO un tour plus tôt. En plus, le problème, c'est que la réincarnation se retombe contre toi. Parce qu'il revient 5-1, une 5-1 que tu peux balayer quand tu veux. Mais en plus, elle te laisse l'opportunité de jouer des cartes avant. C'est-à-dire, supposons que tu joues mage. Tu la regardes, tu la trades, supposons, avec une AOE, qu'elle t'a permis de jouer plus tôt, un Flame Strike à tour 6. T'as une 5-1 qui est sur le board. Ouais, c'est vrai que 5, c'est 5 points de dégâts, j'avoue.
Mais tu peux tout simplement jouer tes petites cartes et la ping à la fin du tour, quoi. Ah, une étoile, une étoile. Camouflage à réincarnation, donc une 4-2 pour 5. 2. 2. What? J'ai pas mis un. What? Carte injouable, enfin joué, ça n'a pas joué du tout. J'ai mis 2 pour la quête, ah ouais, je me rappelle. La quête du paladin. Il aura besoin de réincarnation. J'ai pas encore vu les cartes comme je vous ai dit, je vais les voir. Je suis sûr qu'ils ont mis pas mal de réincarnation, parce qu'il en fallait. Mais celle-là, j'espère que ça sera pas le genre de réincarnation à mettre dans le deck. Parce que c'est pas le genre de réincarnation que tu veux, hein. 4-2, c'est nul. 4-1. J'aurais dû mettre une étoile, hein. Je change d'avis. C'est la première fois que je le fais, mais une étoile. Une étoile cette carte. Voilà la note de cette carte. Une étoile. Voilà. Lance-poisson, un murloc. Ajoute un murloc aléatoire dans la main de chaque joueur. Donc une 3-2 pour 2, donc un murloc. Un bon murloc. Et il rajoute un murloc. Bien évidemment, le murloc vous profite bien plus à vous. Ça, j'ai même pas besoin de vous le dire. Vu que vous jouez un deck autour des murlocs. Donc vous allez le synergiser. Lui, non. Notamment avec la 2-3, le murloc du chaman. Donc, vu que vous récupérez un murloc dans la main, il va probablement. C'est ouf ça, hein. Parce que si tu as en place le murloc du chaman, la 2-3, qui, lorsque vous jouez un murloc, te donne un murloc dans la main, et que tu joues le lance-poisson, ça va te donner le murloc du lance-poisson, plus le murloc du passif de la 2-3, ce qui va te donner deux murlocs dans la main, donc un choix. C'est énorme, hein, vous vous rendez pas compte, parce que parfois, ça te donne un murloc qui coûte 3, parfois 4, parfois 2. Toi, tu as envie de murloc qui coûte un pour essayer de récupérer le plus de value possible. Surtout si tu as mis en place Agatha, parce que je le répète, les murlocs, un deck murloc, c'est totalement jouable avec Agatha, hein. Moi, j'en ai déjà vu, ils étaient solides ceux-là, hein. C'était pas des murlocs qui perdaient autour d'eux, hein. C'était des murlocs, des decks murlocs qui avaient des sorties parfois agressives. Et quand ils voyaient qu'il n'avait pas ce genre de sortie, ils gardaient les cartes dans la main. Ils jouaient le murloc, là, le 2-2 pour 2 qui avait Echo. Avec Agatha, c'est ouf. Juste une carte. Avec Agatha, ça te donne 500 dans la main, quoi. Donc, ouais, il y a des possibilités, hein, à voir. Sinon, est-ce que je le vois en paladin, Murloc? C'est ok à avoir avec le sort, là, ça sent le poisson. C'est une 3-2, c'est mieux qu'une 2-1. Ouais. 3. J'ai été généreux. What the fuck? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? En fait, je suis parti du principe, je l'ai noté par rapport à comment je le voyais dans les Murlocs. C'est un Murloc, ok. C'est un Murloc qui sera joué dans les decks Murloc à coup sûr et qui permettra non pas de les rendre invincibles, non pas de les rendre moins bons, mais d'augmenter un peu leur puissance. C'est pour ça que j'ai mis 3 étoiles. Mais c'est un raisonnement qui est faux, je pense. C'est-à-dire que il faut voir est-ce que les decks Murloc sont bons. Et la réponse est non, je pense, hein. Pas assez bon en tout cas. Donc ouais, je pense 2 étoiles, ça mérite plus, hein. Ouais, j'ai déjà changé la note de ça à 1. Ça, je vais la changer à 2, hein. Je suis désolé, hein. Je comprends pas qu'est-ce qui m'a pris. C'était la fin de la journée, j'étais super fatigué, j'avais travaillé toute la journée sur ça. Peut-être que j'avais pas les idées claires. Voilà, vous me direz, il est quasiment 3 heures du mat. Euh, je suis en train de je vais enchaîner les vidéos en boucle. Mais là, je pense que j'ai les idées beaucoup plus claires. Voilà, 3 étoiles. Marchand de jarre. 1-1, ajoute un serviteur aléatoire, un cristal dans votre main. Une étoile, jamais joué. Impossible cette carte est jouée. Même en wild avec la quête chasseur, ça sera pas joué, vu que la quête chasseur c'est nul. Nul. Murmi, une 1-1 Murloc, réincarnation. Bon, il nous rappelle cette carte, bien sûr. Le villageois possédé. Raldagoni invoque une bête d'ombre. 1-1. Bref, je ne me rappelle pas que c'était une bête d'ombre. Je crois que c'était. Il se réanimait genre un autre villageois. Bon, c'est pas grave. Mais. Ah ouais, ouais, non, ouais, il est possédé. Et il invoque ce avec quoi il est possédé, en fait. C'est ça le truc. Ouais. Donc en fait, ouais, je viens de comprendre.
C'était très très fort ça, hein. C'était joué dans tous les decks Zo, clairement, démonistes, mais c'était aussi joué dans tous les, même les decks non Zo démonistes. C'était joué dans les decks Reno, je m'en rappelle. Parfois, il y avait ça qui était joué, juste pour poser ça au tour 1 pour venir contester les agros, tellement c'était bon. Après, c'était un deck Reno, donc il avait de la place, quoi. C'est pour ça. Il avait de la place pour tout, pour des petites créatures, tout. Ah, mais c'est sans à rappeler celui-là. Celui-là est un peu plus solide vu que c'est un Murloc qui ramène un Murloc. Donc complètement broken dans les decks Murloc. Oh là là, la Murloc, la 1-2 qui donne Poisonous, qui donne toxicité, pardon, à, à un serviteur, un Murloc. Lui, c'est un Murloc qui meurt jamais avant le tour 2, jamais. Il est stick sur le board. Donc c'est le genre de Murloc que avec lequel tu vas synergiser quelque chose. Oh là là. Crabe affamé. Bon, j'ai mis crabe affamé pas pour synergie, mais plutôt si ça commence à piluler, s'il commence à avoir cette carte dans tous les decks, genre en mode. Pas pour le fait qu'elle soit un Murloc, pour le fait que ce soit une 1-1 qui réinvoque une 1-1, c'est très fort, faut pas sous-estimer ça. Tous les agros peuvent jouer ça, hein. Même les paladins agros, il y aura ça qui va commencer à venir, hein. C'est pas possible. Moi je vais mettre ça dans mon deck, hein. C'est insupportable ce genre de truc. Et voilà, 4 étoiles. Bon, ça par contre, sans hésiter, hein, 4 étoiles. Je vais même pas me poser une question. Non, ça c'est. C'est pas 5 étoiles, bien sûr. Tu construis pas un deck autour et tout. Mais les tours 1, c'est les plus dangereux dans Hearthstone. Un tour 1, même une 1-1 pour 1, qui est un rêve, c'est les plus dangereuses. C'est les cartes les plus dangereuses. T'as Docteur Boom qui est coûté 7, c'est bien. T'as Ragnaros qui coûtait 8, c'était des dangers. Les pires cartes, c'est les tours 1. C'est Troc des Tunnels, Wyrm de Mana. Ça a toujours été les pires cartes du jeu. Les plus snowball du jeu. Les pires. Et ça fait partie de ce genre de cartes qui font peur. Ouais. Bref, passons à la suite. Le porte-guerre Anubisat, une carte qui me tient beaucoup à cœur. Raldaguni, donc c'est une 9-6. 9-6 pour 9. Raldaguni donne +3/+3 à tous les serviteurs dans votre main. Est-ce que c'est bien? Non, c'est nul. Cette carte est nulle. Tu la joueras jamais tant, hein. Mais j'ai voulu chercher plus loin et essayer de voir des synergies. Bien évidemment, j'en ai déjà parlé avec Ankar l'Enseveli. Tu la joues, tu as coûté 1-1, c'est très bien. Il faudra tout juste trouver le deck pour. Ça, c'est le truc où j'y crois moins, mais synergie de ouf. Et le crève-cercueil. J'ai vu personne en parler du tout de ça. Pourtant, c'est la synergie m'a sauté aux yeux quand j'ai vu la carte. Une 6-5 pour 6, qui quand elle meurt, ramène une 9-6 pour 9, qui donne +3/+3. Dans un deck prêtre Raldagoni réincarnation, la combo me semble évidente. Je sais pas, moi c'est évident pour moi. Ou peut-être même dans un, dans un prêtre mid, comme j'en parle depuis tout à l'heure, où j'y crois beaucoup moins, mais cette carte, faut pas la voir comme une carte que tu joues de ta main, hein. Faut la voir comme, faut essayer de le cheater, hein. Faut essayer de le rabaisser son coup comme ça, ou de la ramener de ta main, ou de la ramener avec le sort du chaman, mais bon. Exhumobot. Exhumobot, il la ramène. En fait, je me suis dit, j'ai mis Exhumobot parce que je me suis dit, attendez, il y a des gens qui vont probablement penser en mode, ouais, mais il faut avoir le Crève Cercueil, il faut avoir le Anu Porte-Guerre. Mais si tu joues deux Exhumobot et que tu les cherches au mulligan, t'es sûr d'avoir au moins un des deux déjà dans ta main, hein. Et vu que voilà, t'en joues deux exemplaires de chaque, tu vas probablement en piocher un qui, voilà, quoi, ça peut être ouf, hein. En fait, tu joues deux Exhumobot, deux Crève Cercueil, deux porte-guerre Anubisat et que des monstres dans ta main. Pour profiter du +3/+3, bien sûr. Que des monstres qui coûtent pas forcément très cher pour profiter à max du +3/+3. Ouais, mais c'est très bizarre. Un deck où tu jouerais ça, très lourd, mais avec des cartes petites. Pas forcément petites, mais des cartes curvées. Un prêtre curvé, genre un prêtre sur le board. Un peu comme l'a été le prêtre à l'époque avec la 4-4 pour 7 qui découvrait un sort de ton deck. Il ne jouait que 2-3 sorts, hein. Il jouait deux. Ouah, purée, en français, j'arrive pas. Mental, contrôle mental, purée. Deux contrôles mental et le sort qui coûtait 8 là, qui invoquait un gros serviteur.
Et il jouait que des serviteurs et il se débrouillait, hein. Il, il se débrouillait juste parce que l'invocatrice, en fait, au tour 6 elle était au tour 6 avant, après au tour 7 était vraiment très forte. Vraiment très très forte. Elle posait, elle faisait une créature de ouf. Il jouait beaucoup de créatures très fortes à chaque tour. Peut-être ce que va faire celui-là, hein, ce prêtre. Des créatures fortes à chaque tour. Et un bon tour 1, bon tour 2, enfin ce tour 2, bon tour 3, des bons tours 4 avec des statistiques solides. Et la combo là. Non, pas du tout, ça marchera pas. Mira qui peut en noter, découvrir le râle d'agonie de ça, hein, et se l'approprier. Donc Mira, carte à surveiller, hein. Mira, genre dans un deck où tu joues absolument pas ça, genre t'en as rien à faire, tu peux avoir ça, hein. Et en plus, vu que tu sais ta main elle est composée de quoi, tu peux choisir de le choisir ou pas, hein. Donc tu auras une découverte. Ce qui fait qu'il rend la carte encore plus forte. Donc la simple existence de cette carte ouvre des possibilités à d'autres cartes. Parce que si tu vois que tu as une main avec 5 créatures, tu vas direct le choisir. Et sinon, tu choisis autre chose, quoi. En plus, il revient dans ta main, donc ça compte comme une créature, vu que tu le découvres. Intéressant. Et la lame en écriant, bien sûr. Si tu joues ça en voleur, c'est obligatoire, hein. Tu tapes d'abord une fois avec ta lame le tour d'avant. Et là, tu poses le porte-guerre, tu tapes, ça donne plus 3 toute ta main. Il meurt, plus 3, ça fait plus 6. Obligatoire. Et j'ai parlé du légionnaire sauvage. Pas parce que c'est une synergie, pas parce qu'il y a rien. C'est l'interaction qui me fait rire, en fait. Je me dis que parfois, on va vouloir jouer juste un porte-guerre en Ubisat, juste pour venir contrer ça si c'est joué. Parce que c'est une 6-9 et l'autre c'est une 9-6. Je sais pas si c'est fait exprès de la part de Blizzard, mais les deux, c'est parfait. Genre, le gars, il pose sa 6-9, il est content. Tu descends une 9-6, il se trade entre eux, il se détruit. Sauf que lui, il a joué 6 et il a rien eu. Et toi, t'as rien joué, et t'as un plus 3 pour toute ta main. Donc ça me ferait rire que parfois je joue un deck comme ça. Je vais probablement jouer un deck avec cette carte, vu que j'aime bien jouer des decks fans. Et tu auras des joueurs au début de l'extension qui testeront la carte, et qui jouera ça, et ça fera tomber ma 9-6. Ce serait marrant, genre 6 de mana, donne plus 3 à la main de votre adversaire. Trop marrant. Et je dois être 2 étoiles. Bon, faut pas déconner, depuis tout à l'heure j'en parle, j'ai des étoiles dans les yeux. Je vais la tester, mais la carte est nulle, hein. Enfin, elle est pas ouf. Je lui ai donné 2 et pas un. Parce que voilà, quoi, je trouve que, contrairement à ce que tout le monde dit, j'ai vu des joueurs en parler et tout, ils disent que c'est trash tier, c'est une carte pack filler. Moi, je lui donne 2 étoiles parce que je pense que, comme je l'ai dit, elle va être utile à travers des découvertes de Raldagonie. Son Raldagonie peut être utilisé d'une certaine manière, notamment dans les decks combos, comme on a vu avec Leroy et tout, les matelots. À voir. Mais c'est quand même 2 étoiles, c'est quand même faible. La carte en soi est faible. Démon abject, 2-2 vol de vie. Bonjour, au revoir, une étoile. Et âme en peine, osseuse. Donc, c'est une 2-5 pour 4. Provocation, réincarnation. Donc, pour 4, tu as une 2-5 provocation. Donc, un point d'attaque en moins du Senjin. Mais ta râle d'agonie invoque une 2-1 provocation. C'est à peu près ça. C'est mieux que le Senjin. Nous sommes tous d'accord. C'est mieux que le Senjin. Est-ce que le Senjin est une carte jouable? Oui. Sanjin, est-ce que c'est une carte forte? Non. Mais c'est une carte complètement jouable, hein. Même dans la méta actuelle, hein, je te jure que Sanjin, c'est une carte totalement jouable. Ça, c'est meilleur. Donc c'est encore plus jouable. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est incroyable? Probablement pas. Je la compare, moi, au Crash Vase, hein. Crash Vase qui était une carte absolument abominable à affronter. Qui était une 3-5 pour 5 qui donnait une 1-2 à provocation. Le problème du Crash Vase, c'est que mon dieu, pour le passer, c'était lent, c'était chiant, surtout pour les decks aggro, il fallait le tuer 2 fois. Il est chiant même pour les decks contrôle, parce que tu tapais dedans avec un géant, mais il crée une autre provocation qu'il fallait taper dedans avec un gros monstre. Il est chiant le Crash Vase. Et lui, il est tout aussi chiant, hein. Certes, c'est une 2-5 et pas une 3-5. Il y a une grosse différence entre 3 d'attaque et 2 d'attaque, hein, honnêtement. Une grosse différence. Mais ça coûte 1 de moins, c'est normal qu'il ait moins d'attaque. La 1-2, c'est bien meilleur qu'une 2-5, qu'une 2-1. Mais les amis, moi j'ai mis 4 étoiles, hein. Pour moi, cette carte, déjà,
elle est jouée, elle sera jouée dans tous les decks Highlander, donc les decks Reno, qui ne jouent qu'un exemplaire, qui existent. Ça, c'est sûr. Si ces decks-là sont populaires et sont joués, elle sera jouée dedans. C'est typiquement le genre de carte à un exemplaire que tu rentres dans tous les decks Reno. Tu as 30 cartes, celle-là, tu la rentres, c'est sûr. C'est un taunt défensif tour 4, qui peut être même très défensif au late game. Ça, la force de lui, du Crash Vase. Après, même dans des decks taunt, cette carte sera, elle est jouée, hein. Elle est forte, c'est un taunt fort, à lui tout seul. Même dans les decks contrôle, elle est forte. Non, cette carte sera jouée, hein. Que ce soit en arène, on en parle. Même en wild, elle aura peut-être sa place. Mais ça sera joué, hein. Moi, je vous le dis. Honnêtement, j'y crois. Et on est revenu au début, avec le colosse de la nuit et tout. Donc nous avons fait le tour. Donc ça, c'est tout le travail que j'avais fait pendant le week-end, qui m'a permis de donc faire ces analyses-là. Bon, on va revenir sur lui, il est stylé. Euh, Ah merde. Donc voilà quoi, c'est toutes les analyses que j'avais faites, genre que j'avais vu à peu près toutes les synergies possibles avec les cartes. Si je devais retenir une synergie marrante de tout ce que j'ai fait, je pense que ça serait la synergie avec la 2-7 du prêtre et la ligneur des étoiles là, la 7-7 qui, si tu as deux serviteurs avec 3 serviteurs avec 7 points de vie, ça inflige 7 points de dégâts aux adversaires. Je pense que c'est la combo la plus marrante que j'ai trouvée, même si honnêtement je pense avoir parlé de beaucoup de choses, genre vraiment beaucoup, même des choses qui n'étaient pas pertinentes, mais j'en ai conscience, c'est le but de la vidéo, c'est ne pas faire des vidéos de 15 minutes, genre rapides, d'analyse, c'est plutôt de se concentrer en profondeur sur des vidéos d'1 heure par classe, vraiment aller chercher, parce qu'il y a plus de 50% des cartes ne seront jamais vues dans Hearthstone, on le sait dans les extensions, même si cette extension paraît avoir des cartes un peu plus fortes que la moyenne, elles ont l'air pas cheat, mais elles ont l'air toutes jouables, en tout cas. Voilà. Les quêtes, c'est vrai qu'il y a des quêtes, j'ai donné 2 et tout, mais elles sont jouables, hein. C'est juste que j'ai donné des notes de manière vraiment optimale, optimisée. Pour moi, de ce que je vois dans ce qui est joué, dans ce qui sera joué par de bons joueurs, dans peut-être des tournois, le High Legend, des trucs comme ça. Voilà, je vais donner mon avis. Je pense que tout reste à peu près jouable. Alors, il reste donc la quête chasseur que j'ai pas encore vue. Ça, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'espère que ce sera pas joue des secrets. Ça serait le pire truc. Jouer des secrets. Mon Dieu, mon Dieu. J'en peux plus de ça, les secrets de chasseur. Quoi encore qui me manque? J'aimerais bien voir la légendaire du chaman. Ils l'ont pas annoncé. J'espère que la légendaire du chaman n'aura pas un rapport avec la quête, genre cri de guerre. Ça serait trop nul. J'espère que ça sera un rapport avec un autre archétype passé du chaman. Genre, enfin, le Murloc, il en a déjà eu un. Un truc genre. Hmm, il y a quoi comme Murloc? Comme chaman. Peut-être avec le Big Shaman. Peut-être sera-t-il une carte qui viendra apporter encore du soutien au Big Shaman. Donc avec Eureka et Fangemorph. Et avec le Colosse de la Lune qui vient renforcer l'archétype. Pourquoi pas une légendaire chaman qui aura pas avec ça? Sinon, il a quoi aussi? Ah, il y a aussi le chaman surcharge. On a beaucoup de cartes surcharge, notamment la 3-6 là, qui est une carte vraiment forte. Avec l'arme, ils ont apporté le zap. Pourquoi pas une légendaire qui est en rapport avec ça, qui vient renforcer l'archétype surcharge. Voilà, sinon la quête prêtre. J'ai pas vu la quête prêtre non plus. La quête voleur. J'ai pas vu la quête voleur. Je me demande ce que c'est. La quête prêtre, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Bon, on verra. En tout cas, c'est un plaisir de faire ces vidéos. Il en reste une seule, qui sera la vidéo donc, qui regroupera tout ce que je n'ai pas vu. Et ça sera des réactions à chaud, donc ça sera peut-être moins pertinent que d'habitude, où j'ai le temps de réfléchir. Et peut-être que ça a moins d'intérêt parce que le but de ces vidéos, vraiment, c'était de faire autre chose que ce qui est proposé sur le YouTube. YouTube, bon, il y a beaucoup de vidéastes, notamment francophones et anglophones, que je respecte, hein, pas de souci, mais qui font un peu la même chose. Des vidéos très courtes, où en 1 heure, tout est plié maximum, tout est plié, alors que voilà quoi, genre, là je pense avoir passé bien, ouais, plus de 10 heures à parler des cartes, plus de 10 heures à parler des cartes, et je trouve que j'ai pas parlé de tout ce qui est possible. Pour moi, c'est obligatoire d'accorder de l'importance à certaines cartes, ne serait-ce que pour essayer de, parce que j'aime le jeu, quoi, c'est mon but,
Je suis passionné de ça et moi, je sais que j'aurai la patience de regarder des vidéos comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je les ai faites. C'est vraiment parce que je fais ces vidéos parce que j'aurais eu envie d'avoir ça. Malheureusement, j'ai pas trouvé de vidéos comme ça longues et explicatives tout en mettant à l'écran ce qui est montré, ce de quoi je parle, qui existe sur YouTube. J'ai pas vu ça malheureusement. Après, je comprends, il faut que ça soit petit parce que les gens se lassent. Les gens, la plupart des gens, ils veulent pas voir ça. Il n'y a pas beaucoup, forcément des passionnés qui regardent des vidéos comme ça. Je comprends totalement le concept, hein. Le but, c'est de vendre sur YouTube. Mais moi, bon, c'est clairement pas mon but à ce moment-là. Je suis vraiment venu pour essayer de partager un avis, essayer de discuter aussi. Ça serait vraiment cool si des personnes posaient des questions, s'il y a des gens qui disent je suis pas d'accord avec toi. Ça serait vraiment cool, honnêtement. Vraiment, vraiment cool. Parce que moi, j'attends que ça, quoi. Discuter, échanger. Juste pas les haters, parce que les haters, je les calculerai pas, mais euh, ça serait vraiment cool. Donc, ouais, il me reste donc une vidéo à faire. Et ensuite, ça sera fini. Donc, hop, je vais uploader ça. Ça va prendre du temps. Je vais laisser le PC allumé. Et on se voit à la prochaine vidéo.